J'ai hérité un rêve qui était celui de quelqu'un qui s'appelait Hervé Bourges, qui avait comme associé Pascal Joseph. Et ces deux individus avaient envie de faire de la fiction le navire amiral, le porte-avions de la télévision. Et donc leur propos était de trouver quelqu'un qui ne soit pas du sérail. C'est la première chose que m'a dit Hervé Bourges, qui a fait cette proposition, qui, moi, je tombais des nues. Je suis écrivain, je ne suis pas a priori directeur de fiction. Ça a été, il m'a dit, voilà, je ne veux voir qu'une seule tête en face de moi, ou bien c'est pour lui mettre une couronne de laurier sur la tête, ou bien c'est pour lui flanquer une paire de claques, mais je veux avoir un seul responsable. Et j'ai trouvé que c'était une belle façon de me donner envie, voilà. Et moi, je lui ai dit en échange, j'ai écouté, moi aussi, j'ai très envie de faire de la télévision, je trouve que c'est un cadeau formidable que vous me faites, mais je ne veux pas faire carrière dans la télé. Ça veut dire que si quelque chose ne me convient pas, je pars dans la demi-heure qui suit. Il faut que je me sente complètement libre pour vous offrir quelque chose qui peut correspondre à votre rêve. Et on est parti comme ça pour essayer de rêver ensemble. Et on a rêvé pendant près de 4 ans. Je suis arrivé, j'ai d'abord demandé si j'avais un bureau, je ne savais pas. On dit oui, il y a un bureau. On m'a trouvé un bureau qui était petit, qui n'était pas d'une gaieté folle. Il y avait une table, un fauteuil, et puis un autre fauteuil pour les gens que je pouvais être amené à recevoir. Et sur la table, il y avait déjà un scénario qui était là, qui attendait que je le lise pour donner mon avis dessus. Je l'ai lu, puis ça a très mal commencé parce que je ne l'ai pas aimé du tout. Et je suis allé voir Bourges, je lui ai dit, ça, poubelle. Jamais je ne donnerai mon aval sur un truc pareil. Il m'a dit, il faut commencer fort parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien, la télévision. Mais je dis, oui, mais moi j'aime pas son scénario. Donc, alors je m'en vais si vous voulez, mais... Et voilà, ça a commencé comme ça. Alors, il y avait une équipe. Je ne connaissais pas tous les gens. Je connaissais quelqu'un déjà, qui était Françoise Verny, la papesse de l'édition, comme on l'appelait, qui était une des femmes éditeurs les plus formidables de Paris. J'étais ravi de savoir qu'elle était là. Et puis il y avait une autre personne que je connaissais bien, qui était Prune Berge. Et Prune Berge avait été aux éditions du Seuil, qui avait été mon éditeur. Donc j'avais déjà ces deux références-là. Et puis il y avait les autres que je ne connaissais pas, dont j'ai vite fait connaissance. Et cette équipe-là, je ne l'ai jamais changée. Je l'ai gardée jusqu'au bout. Je l'ai parfois un petit peu étoffée avec X ou Y qui pouvaient venir nous prêter main forte. Mais j'ai gardé cette équipe. Et je dois dire que c'était des gens formés. C'est un peu bête de dire ça parce qu'on a toujours l'impression de cirer les pompes, mais c'est vrai qu'il y avait des gens formidables. On ne m'a jamais, je dis bien jamais, dit non, pas ça. Jamais. On ne m'a jamais non plus inculqué de force un truc en disant tu sais, ce qui marche bien en ce moment, c'est telle chose, tu devrais essayer de le faire. J'étais totalement libre, et ça, je rends grâce. Alors, à tous les présidents qui se sont succédés, après Bourges, il y a eu El Kabbach, c'était pareil, on travaillait en confiance. Ils avaient un directeur de la fiction, ce directeur de la fiction était responsable du truc, il faisait ce qu'il voulait. Et j'ai fait ce que je voulais. Je ne dis pas que je l'ai fait bien, hein. La question n'est pas là, c'est aux téléspectateurs de juger. Mais moi, j'ai vécu des années de magiques parce que voilà, je produisais les films que j'avais envie de produire. Et ça a été une des satisfactions de mes années de télévision, c'est que les grands auteurs de l'écrit méprisaient la télévision parce que seule la littérature était digne, le reste c'était de la prostitution. Et moi, je suis arrivé à faire travailler pour la télévision des gens comme Michel Tournier, comme Hervé Bazin, qui était à l'époque une superstar, des vrais auteurs qui acceptaient tout d'un coup de travailler pour la télévision. Parce que j'étais un auteur moi-même, et que peut-être, ça les mettait en confiance. Ils disaient, si cet imbécile de Didier fait de la télévision, peut-être qu'on peut aussi nous essayer de nous frotter. Je me rappelle la jubilation de Tournier. Personne n'avait jamais osé demander à Michel Tournier de faire un film pour la télévision. À l'époque, Tournier, son sous-titre, c'était le plus grand écrivain français vivant. Bon, donc on ne lui demandait pas de faire de la télévision. Et moi, j'ai dit, je voudrais que tu fasses une télé, ce que tu veux. Mais ce que tu veux, ce que tu veux. Et là, il a dit, il a réfléchi, il a dit, la fortune de Gaspard, la comtesse de Ségur. Il avait fait une adaptation de la comtesse de Ségur qui était somptueuse.
La créativité, c'était le mot d'ordre total et absolu. Moi, je donnais priorité aux gens qui avaient des créateurs. Les créateurs. Alors, c'était qui les créateurs? Alors, c'était des auteurs. Bon, c'était mes frères. Hein. C'était des réalisateurs. C'était des producteurs qui arrivaient dans mon bureau, il en défilait 7-8 par jour, qui s'asseyaient en face de moi et qui me disaient, alors voilà, l'histoire c'est ça. Et ils me racontaient des trucs qui parfois étaient énormes. On se disait, mais attends, comment est-ce qu'on va arriver à le faire? Mais on démarrait au quart de jour parce que c'était formidable. Je me rappelle toujours, parce que celui-là, je ne l'ai pas fait. Et c'est reste une frustration. Un réalisateur qui s'appelait Ange Casta, qui me dit, est-ce que tu as lu Antigone? Je dis, oui, tout le monde connaît l'histoire d'Antigone. Mais l'Antigone de Jean Anouilh. Je dis, oui, c'est une merveille des pièces. Il me dit, là, voilà. Antigone, elle veut enterrer son frère, elle n'a pas le droit, etc. Imagine que ça se passe au Liban, à Beyrouth, dans les ruines on était encore pendant la queue de la guerre du Liban, donc avec des immeubles qui n'avaient plus de façade, etc., des possibilités de mines sous les trottoirs, etc. Il faut le faire là, faire une Antigone moderne, ça se passe à Beyrouth. J'ai dit, c'est génial, on le fait. On ne l'a pas fait parce que des histoires de droit qui ont été compliquées, mais ça, pour moi, c'était une créativité, c'était à la fois raconter l'histoire vieille, parce qu'elle remonte aux Grecs, d'Antigone, et c'était parler d'une situation géopolitique extrêmement intense, qui était la guerre du Liban. Voilà, ces choses-là me faisaient rêver, et les créateurs savaient qu'ils pouvaient tout oser, tout. J'ai eu des ingénieurs du son qui sont venus me raconter une histoire en disant, nous, on n'a jamais la possibilité d'avoir des idées. Ben, asseyez-vous, raconte, c'est quoi ton idée? Et si c'était bon, ça a été bon une fois, on l'a tourné. Et voilà, il faut être maso pour se refuser le plaisir d'avoir des créateurs qui viennent vous voir pour vous apporter des choses. En fait, tout de même, le restaurateur, lui, il va faire son marché tous les jours, il achète des salsifis, il achète des crevettes, c'est sa matière première. La matière première d'une chaîne de télévision, c'est tout de même les idées des gens. La création, c'est un truc qui ne s'explique pas, c'est complètement subjectif, etc. Mais quand les gens avaient une très bonne idée, moi je me rappelle le premier scénario de l'Instit que j'ai lu, je l'ai lu dans le train, parce qu'en plus, je n'habitais pas Paris, ce qui compliquait un peu les choses. Je venais en train tous les matins et je partais en train tous les soirs. J'ai lu ce scénario dans le train et j'ai pleuré. J'avais des larmes qui coulaient parce que c'était un truc hyper, archi, super émouvant. En arrivant à la chaîne, à mon bureau, j'ai dit, on tourne ça en priorité totale et absolue. Et j'ai dit au producteur, il m'en faut tout de suite un deuxième, mais sous forme de scénario, avant de se décider. Et ça a donné lieu à, je ne sais pas combien on a tourné d'Instit, les grandes idées, il y en a eu beaucoup. Voilà. Et de temps en temps, moi, j'avais des envies. J'ai eu une envie, ça a changé pas mal de choses pour certaines personnes. Un jour, j'ai décidé de faire un film, un téléfilm. Quoique téléfilm, c'était interdit, on mettait pas 1 euro, c'était 1 franc dans une boîte quand on disait téléfilm. Parce que téléfilm, c'est réducteur. Film, pour la télévision, si vous voulez, pas téléfilm. Je voulais faire un film sur les nains, personnes de petite taille. Et je me rappelle m'en être ouvert à Hervé Bourges, qui m'avait regardé en me disant, mais attendez Didier, mais c'est pas très large comme public, parce que quand même tout le monde, il n'y a pas que des nains parmi les téléspectateurs. Je suis président, c'est pas ce qui est important, on est tous le nain de quelqu'un. Moi je suis votre nain, vous êtes hiérarchiquement beaucoup plus fort que moi, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, donc je suis plus petit que vous, je lève la tête, ce qui était vrai d'ailleurs, parce qu'il était grand Hervé Bourges. Ah, mais oui, bon, vu sous cet angle. Et donc, j'ai dit, voilà. Et j'ai commencé à interroger le tout Paris des auteurs, producteurs, etc. Ça a fait rire, ça a dû durer 3 mois. Donc, je veux faire un film sur des nains. Trouvez-moi des histoires avec des nains. Parce que je me disais, on est tous dans cette situation-là. On est tous à être obligés de regarder en haut pas forcément pour mettre une carte de crédit dans un distributeur, mais simplement pour obtenir quelque chose que quelqu'un qui est au-dessus de nous détient. Et un jour, une personne toute petite, qui sentait très bon, entre dans mon bureau. Elle s'appelait Mimi Mati. Et elle me dit, j'ai une idée. Et elle me raconte un truc qui était une nounou pas comme les autres. Et j'ai pas fait un bond jusqu'au rideau parce qu'il n'y a pas de rideau dans mon bureau. Mais s'il y aurait eu des rideaux, j'aurais grimpé après. Je me suis dit, cette fille, elle a tout compris, elle a trouvé, c'est le film que je veux faire. Et on a fait ça. Et je me rappelle que le lendemain de j'adorais le film.
Et le lendemain de la diffusion du film, j'étais en projection pour voir une autre chose qu'on avait produite. Et vous savez, dans les salles de projection, il y a une petite lampe rouge qui s'allume si on vous demande au téléphone. Et la petite lampe rouge se met à clignoter. Et je fais signe comme ça au projectionniste. Non, 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 je suis en train de regarder un film. Puis la lampe rouge clignotait de plus en plus. Je décroche le téléphone, je dis oui. C'était mon assistante qui me dit on a les résultats de la nounou. Je dis alors, on avait fait un score délirant. On avait tout explosé. J'étais heureux pour moi, j'étais heureux pour l'équipe, j'étais heureux pour la chaîne, j'étais heureux pour Mimi Mati en me disant bon, elle a eu la bonne idée, elle a donné tout son cœur pour faire ce truc-là. J'imaginais pas vraiment à l'époque qu'elle allait devenir la vedette tellement aimée qu'elle est aujourd'hui, mais on avait ouvert quelque chose. Pas trop, parce que je pense que c'est vraiment le job du réalisateur, ça. Bon, évidemment, moi je demandais toujours d'avoir non pas des super noms, mais des gens qui étaient en osmose avec le personnage qui devait jouer. Alors, mais je donnais des trucs. Par exemple, on avait fait un film qui s'appelait Quai numéro 1, qui était l'histoire d'une fille qui était la police du rail. Et le producteur me dit, ah bah, qui tu vois là-dedans? Je m'en fous complètement, simplement je veux qu'elle ait un chandail, qu'elle sente ours en peluche. Comment ça qu'elle sente ours en peluche? Je dis oui, faut que tu me fasses une fille ours en peluche, parce qu'elle va, qui tu veux, mais que ce soit un ours en peluche. Plutôt toi qu'elle porte du mohair, des choses, parce qu'elle va travailler dans un univers qui est méchant, qui est un univers de machines électriques, de ferraille, etc., de bruit, tout. Je veux qu'elle soit, elle, très douce. Tu prends qui tu veux. Il y avait des impossibilités qui étaient des impossibilités budgétaires et des impossibilités dues au fait que certains acteurs de cinéma refusaient de travailler pour la télévision. Je veux dire, c'était avant. Tout a changé quand Depardieu a fait le Comte de Monte Cristo. Il a donné un exemple, c'est une révolution, hein. Il a donné un exemple à tout le monde. Tout d'un coup, les acteurs se sont dit oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il y avait cette espèce de réaction des acteurs de cinéma en disant je ne vais pas me compromettre sur un film de télévision. Et parfois on a eu du mal à convaincre tel ou tel de venir nous rejoindre pour jouer. Il y avait des réunions de programmation, il y avait la responsable de la programmation qui a longtemps été Bibiane Godefroy et qui disait ce qu'elle mettait en place sur l'antenne. Et puis ensuite, moi j'expliquais ce que la fiction lui apporter. Voilà, Bibiane, on a projeté de faire ceci, cela, et elle validait, et ensuite, au mieux, elle plaçait les fictions qu'on lui proposait pour les faire vivre. Il y avait ce sens de protéger les œuvres. J'ai parfois l'impression aujourd'hui, quand je regarde la façon dont les films sont programmés, de me dire ils n'ont pas regardé ce qu'il y avait en face. Ils l'envoient au massacre, celui-là. Elle avait cette qualité que je trouvais vraiment... elle protégeait... Des fois, il y a des films qui étaient sensibles. J'ai dit, tu sais, celui-là, il est formidable, ce filmé. Il est fragile, c'est un pauvre gosse. Hein. Il est en haillons, il faut que tu l'aides, parce qu'il est un peu difficile de sujet, etc. Donc elle attendait d'avoir un bon créneau, il n'y avait pas en face de grosses machines sur TF1, bon, et elle le programmait bien. C'était plus facile à l'époque peut-être, parce qu'il y avait moins de chaînes. C'était plus facile à l'époque, parce qu'il y avait moins de chaînes, c'était une certitude, mais il y avait aussi encore une fois, j'ai eu l'impression, alors est-ce que c'est une impression, est-ce que je me suis passé une bobine? J'ai l'impression que vraiment la fiction était considérée comme, tant pis on va donner une marque, la Rolls-Royce du garage, hein, et que c'était la machine qui devait entraîner tout le reste de la programmation. Alors, évidemment, comme je dirigeais la fiction, peut-être que je vois les choses selon mon truc, mais j'ai quand même eu vraiment très souvent cette impression qu'en haut, on privilégiait la fiction. On faisait à peu près plus de 300 heures de programme de fiction par an, plus de 300 films, je veux dire, de fiction par an. C'est énorme. Il y en avait tous les lundis soirs, il y avait un film, tous les mercredis soirs, il y avait un film, tous les vendredis soirs, il y avait un film. Plus, il y a de l'access, du pré-access. À 17h30, quand les mômes revenaient d'école, ils avaient une série qui était pour eux. Et puis, il y avait cette chose extraordinaire, les feuilletons de l'été,
où on a fait des scores assez sensationnels avec les feuilletons de l'été. Puis après sont venus les feuilletons de l'hiver. Puis de temps en temps une opération spéciale. Vraiment, ça reposait sur la fiction. J'ai fait des films, ils ont fait, avec ma bénédiction, Urbi et Orbi, des films qui n'ont pas marché. Et j'étais consterné quand ça ne marchait pas. Parce que je me disais, bon, c'est pas grave, hein, sur le nombre de films qu'on faisait dans une année, qu'on ait quelques échecs, n'était pas une tragédie. Mais eux, le producteur, l'auteur ou le réalisateur qui se donne à 150% sur un truc, et à qui j'ai dit, ok, on y va parce que c'est une bonne idée, et puis ça ne marche pas. Il pourrait rentrer dans mon bureau, une espèce de cornichon à poil, tu ne connais pas ton métier. Mais alors on en parlait, voilà, quand on avait des échecs, et vite on remontait sur le cheval. Alors, est-ce que l'audimat comptait autant qu'il compte aujourd'hui? C'est une très bonne question à laquelle j'ai envie de répondre non. Je pense on faisait beaucoup plus confiance à ce que j'appellerais qu'il n'existait pas le qualitymat, c'est-à-dire la satisfaction du téléspectateur. Les chaînes de télévision, en tout cas celles que j'ai connues qui étaient France 2, travaillaient pour la satisfaction, le contentement de ces téléspectateurs, mais pas pour les vendeurs de lessives, d'automobiles, de trucs. C'était pour le téléspectateur. Il y avait une ligne directe entre le président de France Télévisions et les équipes de réalisation de fiction. C'était le téléspectateur qui nous intéressait tous. Le reste, la pub, on était très contents quand on faisait une belle audience, parce que c'est vrai que la pub montait en puissance. Mais c'était pas... Je me rappelle sur les feuilletons de l'été, surtout, ça jouait. On ne savait jamais comment ça allait marcher. Le premier épisode sortait, on faisait un score qui était fort. Immédiatement, c'était plus cher après, pour les épisodes suivants, on demandait davantage aux annonceurs. Mais ce n'était pas le but recherché. Ce qui nous intéressait, nous, et moi en tout cas, c'était est-ce que les gens ont été contents. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les soucis sont ailleurs. Que c'est la gestion de l'énorme bateau qui est une chaîne de télévision, que c'est l'attention portée aux annonceurs, à l'audience, à l'argent. C'est vraisemblable et c'est tout à fait légitime. Moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si un film était trop cher ou pas. Quand je décidais de le faire, je le faisais, point barre. Je m'arrangeais avec le producteur pour que ça rentre dans la ligne budgétaire, mais je n'ai pas souvenir d'avoir jamais... peut-être que je vais être démenti, mais d'avoir amputé une production parce que tout d'un coup, je n'avais pas d'argent. Pardon pour l'expression, on se démerdait pour que le film existe tel qu'on voulait qu'il existe. Et je peux vous dire qu'on a fait des films en costume. Certains coûtaient bonbons quand même, et c'était pas des trucs donnés avec deux personnages dans un bureau, mais on le fait. Si ça appelait un passage de carrosse à grande vitesse qui se renversait, on faisait le carrosse qui se renversait à grande vitesse. Voilà, c'était priorité d'abord à ce qu'il y avait dans le scénario, à ce que le réalisateur voulait faire. Mais l'alliance entre la chaîne de télévision, et je parle de la chaîne à son plus haut niveau, au niveau de la présidence, la direction d'antenne, la prog, les producteurs et nous, on faisait le même film. C'est un truc qui me fait un plaisir fou. C'est un truc qui me fait un plaisir fou et auquel je vais penser encore pendant 7-8 jours, 10 jours, peut-être plus, jusqu'à ce qu'il soit, non pas chassé, mais collé à un autre nouveau qui arrive. C'est un petit peu ce qu'éprouve la maman qui vient de faire un bébé, et sauf qu'elle, ça va être plus de 9 mois avant de faire le suivant, mais où elle l'adore, et elle se dit, j'aurai jamais le cœur assez large pour un deuxième, puis un deuxième bébé qui arrive, et puis voilà. C'était un truc qui me donnait un immense plaisir. Vous savez, l'instant où on allait en projo, j'aimais pas voir les films, je laissais mes collaborateurs, l'équipe, regarder les rushs. Je détestais regarder les rushs, parce que je me faisais une idée du montage final qui n'était pas forcément celle du réalisateur, et c'était à lui, c'était son film, c'est pas mon film. Donc, mais il y avait un moment où il me le montrait. Alors, le son n'était pas fini, la zik n'était pas en place, ou c'était pas la bonne, et musique indicative, il manquait des trucs, etc. Mais quel bonheur quand la salle de projection s'éteignait et les premières images arrivaient. Je leur demandais souvent de mettre le petit truc France 2 présente en tête de film pour me rappeler qu'on était sous un pavillon
qui était celui de France 2, et qu'on avait la responsabilité de ce drapeau-là. Peut-être que je suis très vieillot dans cette truc, mais je suis très homme à drapeau, moi. Peut-être aussi le côté marin. On plante un drapeau à la poupe de son bateau, et je voulais avoir un drapeau comme ça. Mais c'était merveilleux quand le film commençait. C'est une télévision qui décide que la créativité, la création, dans tous les secteurs, sera prioritaire sur tout. Sur tout. Sur la rentabilité, sur l'audience, etc. Que la création, parce que de la création dépend la satisfaction du téléspectateur. Les gens aiment qu'on les fasse rêver. Les gens aiment qu'on leur montre des choses qui sont merveilleuses pour eux. Regardez les livres qui marchent, regardez les expositions dans les musées. Quand vous mettez les impressionnistes dans un musée, les gens font la queue pour regarder les nénuphars de Monet, parce que c'est beau. Alors voilà, il faut mettre de la créativité. J'aime mieux le mot création d'ailleurs. Mettre de la création partout. Ah oui. Ah oui, c'est plus que ça m'amuserait, ouais. Oui, je ne suis pas sûr du tout que je réussirais aussi bien, parce que j'imagine qu'un certain nombre serait certainement plus compliqué aujourd'hui, parce que... mais bien sûr que ça m'amuserait.